Je m'appelle Élodie. J'ai 35 ans. Et jusqu'à ce maudit dîner, je croyais que le ciment de ma famille était l'amour. J'avais tort. C'était la jalousie, épaisse et étouffante. Ce soir-là, en plein mois de décembre, la table était dressée pour les fêtes. Les bougies scintillaient, le rôti exhalait un parfum réconfortant, et mon frère, Antoine, était assis en face de moi, son sourire de façade masquant à peine l'acier de son regard. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez déjà que l'argent et la propriété sont des révélateurs. Ils ne changent pas les gens, ils retirent le masque. Et le masque d'Antoine était sur le point de tomber, de manière spectaculaire, devant mes parents. J'avais gagné ma maison à la sueur de mon front, après des années de sacrifices que personne dans cette pièce n'avait jamais remarqué, encore moins Antoine. Il avait toujours été le mot favori, celui pour qui la vie semblait dérouler un tapis rouge, tandis que je ramassais les miettes. J'avais senti l'orage approcher depuis des mois. Il y avait ces allusions, ces remarques subtiles sur ma chance insolente d'avoir pu acheter une si belle propriété. Le genre de maison qu'il méritait davantage avec son statut d'homme d'affaires autoproclamé, qui en réalité jonglait avec les dettes. Ma maison n'était pas un château, mais c'était mon sanctuaire. Un petit 3 pièces dans une banlieue paisible de Lyon, avec un jardin assez grand pour que mon chien, Gaspard, puisse courir librement. Chaque centime investi dans cette maison, de la compte à la dernière couche de peinture, venait de mes longues heures de travail en tant qu'infirmière libérale. Je prenais des gardes de nuit, des remplacements de dernière minute. Je disais non aux vacances pour accumuler le capital nécessaire. Pendant ce temps, Antoine se pavanait avec des voitures de location, prétendait investir dans des start-up fantômes et venait toujours quémander de l'aide à papa et maman qui s'empressaient de le renflouer sans jamais poser de questions. Le contraste était frappant. Mais mes parents étaient aveugles, ou choisissèrent de l'être. Mon père, Bernard, un homme fier mais facilement manipulable par son fils, voyait en Antoine la continuation de sa propre ambition ratée. Ma mère, Christine, passait son temps à excuser les manquements d'Antoine, le couvrant d'une affection partiale qui m'avait toujours fait sentir comme une invitée de seconde zone dans ma propre famille. La maison, pour eux, représentait non pas mon succès, mais une injustice dans la vie de leur fils adoré. Comment avais-je, la pragmatique, la besogneuse, qui ne faisait jamais de vagues, pu réussir un tel achat avant leur génie entrepreneurial? La rancœur d'Antoine était le reflet de leur propre biais. J'avais fait le choix de ne rien dire sur les manœuvres que j'avais entreprises ces dernières semaines. Quand j'avais entendu, par une indiscrétion de ma tante, qu'Antoine parlait de reprendre la maison sous prétexte d'un investissement familial passé, j'avais ri. Puis j'avais senti le froid me gagner le dos. Je connaissais mon frère. Il était capable de tout, surtout s'il était acculé financièrement. La revendication ne serait pas une blague, ce serait une attaque frontale. C'est là que j'ai pris ma décision. Mon avocate, Maître Dubois, une femme aussi tranchante qu'un scalpel, m'avait donné un conseil. Ne combattez pas l'émotion avec l'émotion, Élodie. Combattez l'audace avec la loi. Et c'est ce que j'avais fait, méticuleusement, en secret, jour après jour. J'avais passé en revue chaque document, chaque contrat de prêt, chaque facture de rénovation. J'avais construit un dossier inébranlable, une forteresse légale pour protéger le seul lieu où je me sentais vraiment chez moi. Mais au-delà des preuves, il y avait le timing. La carte maîtresse devait être jouée non seulement au bon endroit, mais au bon moment. Et quel meilleur moment qu'un dîner de famille, où tous les regards sont braqués, où la pression sociale est maximale, où l'humiliation est l'arme la plus puissante. Je savais qu'Antoine planifiait de faire sa réclamation devant tous, pour me mettre sous pression et utiliser mes parents comme bouclier. Il n'avait pas anticipé que j'aurais ma propre stratégie. Je fixais la carafe de vin rouge, mon cœur battant un rythme étrangement lent. La soirée n'avait même pas encore commencé, et l'air était déjà chargé d'une tension électrique. Ma mère avait servi la première entrée. Antoine racontait une de ses histoires habituelles, pleine d'exagérations sur ses prétendus succès. Mon père riait trop fort. Moi, je souriais poliment, tout en repassant mentalement l'ordre précis des étapes de mon plan. La loi était mon armure, la documentation était mon épée. Mais la force, la vraie force, viendrait du fait qu'il n'avait aucune idée que j'avais anticipé son coup. Il pensait me prendre par surprise. Il allait être la surprise.
Le plat principal était à peine entamé quand le calme apparent de la soirée se brisa. Antoine, après avoir vidé son verre d'un trait, posa son couteau avec un cliquetis sec et bruyant sur son assiette. Le bruit fit taire les quelques conversations mineures autour de la table. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Il prit une grande inspiration, ajusta son col, et se lança dans son monologue soigneusement préparé, le regard fixé sur moi, avec une fausse expression de regret. « Élodie, il faut que nous parlions de la maison. Non pas en privé, mais devant nos parents. C'est une affaire de famille, après tout. » Mon cœur fit un bond, mais mon visage resta impassible. J'avais pratiqué ce moment dans le miroir. La sérénité est la meilleure provocation face à l'agressivité. Je hochai simplement la tête, l'encourageant d'un regard silencieux à continuer son jeu. Comme vous le savez tous, j'ai traversé des moments difficiles ces derniers mois, des investissements qui n'ont pas rapporté comme prévu. Commença-t-il, utilisant des euphémismes ridicules pour parler de ses dettes abyssales. Mais j'ai une opportunité unique, une chance de me refaire, si j'arrive à mobiliser un certain capital rapidement. Et c'est là que la maison intervient. Il fit une pause dramatique, s'assurant que l'attention de nos parents était totale. Mon père fronçait les sourcils, semblant perplexe. Ma mère, en revanche, avait un air de compréhension et d'anxiété. Elle savait. Elle avait probablement été mise dans la confidence des plans tordus de son fils préféré. « La maison d'Élodie, notre maison », reprit Antoine, insistant lourdement sur le mot « notre », a été achetée en grande partie grâce à un prêt familial que papa et maman m'avaient initialement destiné pour un projet. Ce prêt, que j'ai renoncé à utiliser à l'époque, a été transféré à Élodie pour l'aider à obtenir son prêt hypothécaire. En réalité, sans cette somme, elle n'aurait jamais pu signer. C'est une vérité que nous ne pouvons pas ignorer. C'était un mensonge éhonté, une déformation grotesque d'un événement passé. Effectivement, mes parents m'avaient donné une somme modique il y a des années, bien avant l'achat, comme un simple cadeau. Jamais ce n'avait été un prêt destiné à Antoine, ni même un acompte significatif pour ma maison. Mais Antoine utilisait cette petite aide passée pour créer un récit de dette et de propriété partagée. Mon père, enfin, intervint, l'air embarrassé. « Antoine, de quoi parles-tu ? C'était un cadeau, pas un prêt. » Antoine le coupa, jouant la carte de l'homme d'affaires pragmatique. « Père, s'il te plaît, nous sommes une famille. Les lignes sont parfois floues, mais je suis en droit de réclamer la part initiale de l'investissement pour sécuriser mon avenir et, par extension, l'avenir financier de la famille. Je ne demande pas qu'Élodie me donne la maison. Je lui propose de la racheter au prix que nous avons convenu, celui de l'achat initial, me permettant ainsi de récupérer ma mise et de la vendre à un prix juste à un investisseur. Le prix juste, bien sûr, était le prix d'achat initial d'il y a 5 ans, ignorant la plus-value de plus de 50 000 € que j'avais créée grâce aux rénovations. Il jouait sur 2 tableaux. D'une part, il créait l'illusion d'une dette morale et financière. D'autre part, il proposait un accord qui m'aurait coûté ma maison pour un montant dérisoire, me forçant à la vendre à un prix ridicule. C'était du chantage pur et simple. Ma mère, le visage en sueur, jeta un regard suppliant vers moi. « Élodie, c'est ton frère. Il est vraiment dans le pétrin. Tu as la maison. Peux-tu faire cet effort, juste pour qu'il se remette sur pied ?» Cette phrase m'atteignit plus que tout le discours d'Antoine. Elle ne me demandait pas de l'aider, mais de me sacrifier pour lui sauver la mise, ignorant mon propre travail et ma stabilité. Le silence s'épaissit. C'était le moment. J'avais laissé Antoine et ma mère parler, permettant à la tension de monter à son paroxysme. C'était la stratégie du poker. Laisser l'adversaire surenchérir avant de révéler son jeu. Je pris ma fourchette, terminai calmement la bouchée de rôti qui m'attendait et posai la fourchette doucement. Je me tournai vers mon frère, avec le calme le plus glacé que je pouvais rassembler. « Antoine, tu as fini ta revendication ?» Ma voix était basse, sans aucune émotion, ce qui eut l'effet d'une douche froide sur l'ardeur de mon frère. Il hocha la tête, un petit sourire arrogant commençant à se dessiner, convaincu d'avoir gagné. Il était sur le point de découvrir à quel point il s'était trompé. « Bien, Antoine. Alors, asseyons-nous et parlons de la vérité sur cette maison, » dis-je, tirant de mon sac à main une enveloppe épaisse et blanche que je posai lourdement au milieu de la table.
Mes parents regardaient l'enveloppe avec une curiosité anxieuse, tandis qu'Antoine affichait un air d'ennui supérieur, sûr que ce n'était qu'un tas de vieux papiers de prêt. Tu as parlé d'un prêt familial, d'un investissement initial et de la nécessité de récupérer ta mise. C'est une histoire très bien racontée, Antoine. Dommage que chaque mot soit faux. Le visage de mon frère se crispa. Il comprit que je n'allais pas me soumettre. C'était le point de non-retour de notre relation. J'ouvris l'enveloppe. Je ne sortis pas le titre de propriété, ni même les relevés bancaires. Je sortis une petite clé USB, l'un des objets les plus anodins et pourtant les plus dangereux sur cette table. Avant de parler des documents de la maison, parlons de toi, Antoine. Tu as mentionné que tu avais besoin de cet argent pour un investissement vital. L'honnêteté m'oblige à dire que c'est exact. Tu en as besoin pour payer un montant que tu dois à tes associés, n'est-ce pas? Un montant lié à une escroquerie que tu as tenté de mettre en place il y a quelques mois. L'air devint subitement difficile à respirer dans la pièce. Mon père regarda Antoine, les yeux écarquillés. Ma mère murmura un « non », incrédule. C'était ma première carte, l'exposition morale. Je ne me défendais pas. J'attaquais sa crédibilité à la source. Maître Dubois m'avait conseillé de faire des recherches complètes sur les affaires de mon frère. Il s'avérait qu'il n'était pas seulement endetté. Il était sur le point d'être poursuivi pour fraude. La clé USB contenait des conversations enregistrées, légalement dans le cadre d'un conseil juridique, car elles concernaient des menaces de représailles, des messages et des preuves de transactions qui liaient Antoine à une pyramide financière douteuse. Ces derniers mois, tu n'as pas cherché à vendre ta part de la maison, Antoine. Tu as cherché une porte de sortie rapide pour éviter la prison. Tu as planifié de vendre ma maison, sous un faux prétexte, pour t'éviter un désastre légal. Mon frère se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le carrelage. « Tu mens, Élodie, c'est de la folie! Comment oses-tu dire des choses pareilles devant papa et maman ?» Son ton était hystérique, mais il ne pouvait pas masquer la peur qui se lisait dans ses yeux. J'étais calme. Mon calme était l'aiguille qui crevait sa bulle. Je lui fis signe de se rasseoir. « Calme-toi. Nous n'en sommes qu'au début. Parlons maintenant de la maison elle-même. Tu dis que l'argent vient de toi, via un prêt familial. J'ai ici l'original du contrat de prêt hypothécaire et tous les relevés de mes comptes bancaires, datant de la signature il y a 5 ans. Je fis glisser un document sur la table, pointant du doigt les montants. Regarde la colonne, origine des fonds propres. Tout, chaque centime de la compte, vient de mon compte d'épargne personnelle, alimenté par mes fiches de paie d'infirmière. Il n'y a aucune trace d'un virement de tes comptes, Antoine, ni d'un prêt familial de cette importance. C'était ma deuxième carte. La preuve factuelle irréfutable. Mon père, pâle, prit le document. Il le scruta, ses mains tremblant légèrement. Il était un homme d'affaires. Il reconnaissait un document légal officiel. Il comprit immédiatement l'ampleur du mensonge de son fils. « Antoine, explique-toi immédiatement !» hurla mon père. Ma mère, en larmes, se couvrit la bouche. J'avais brisé leur illusion. Mais je n'avais pas encore joué l'atout final. Je sortis une deuxième enveloppe, plus petite, cachetée par l'étude d'un notaire. Mais c'est là que j'ai préparé ma véritable carte maîtresse, Antoine. Parce que je savais que tu ne t'arrêterais pas là, même avec la preuve légale. Je savais que tu aurais continué à créer des problèmes, à harceler nos parents, à déstabiliser ma vie. Alors, j'ai agi de façon préventive. J'ouvris l'enveloppe et en sortis un document. Voici la clause la plus importante de mon contrat de propriété. Il s'agit d'une clause anti-revendication que j'ai fait insérer lors du renouvellement de l'hypothèque le mois dernier. Je tins le document en l'air, m'assurant que tous pouvaient voir l'entête de l'étude notariale. Cette clause, enregistrée et légalement contraignante, stipule que toute tentative de la part d'un membre de la famille de revendiquer la propriété de ma maison, de remettre en question mon titre de propriété ou de créer un litige financier basé sur une affirmation non prouvée entraînera des poursuites immédiates en diffamation et en tentative d'extorsion, avec demande de dommages-intérêts pour les frais de justice engagés. Le silence était total, lourd, assourdissant. C'était ma troisième carte, la contre-attaque légale et la dissuasion. C'était le coup de grâce. Antoine n'avait pas seulement perdu son pari, il se retrouvait sous la menace d'une action en justice qui aurait révélé ses malversations au grand jour. En d'autres termes, continuai-je,
ma voix maintenant ferme et sans appel. La simple déclaration que tu viens de faire, Antoine, devant témoins, est un motif suffisant pour que Maître Dubois lance la procédure dès demain matin. Tu as fait une réclamation sans fondement et tu as tenté de manipuler nos parents pour obtenir un bien qui ne t'a jamais appartenu. Tu as mis ta tête sur le billot, croyant que je resterais silencieuse. Antoine était devenu livide. Il n'y avait plus d'arrogance, seulement une panique froide. Il se rendait compte que j'avais anticipé non seulement son coup, mais aussi ses tentatives futures. Mon père laissa tomber les documents sur la table. Sa déception était palpable, visible, bien plus dévastatrice pour Antoine que ma colère. Tu es un menteur, Antoine. Tu as menti à ta sœur, et tu nous as menti. Tu as mis en danger Élodie pour tes propres erreurs. Ma mère pleurait sans bruit, le regard fixé sur moi, comme si elle me voyait pour la première fois, non pas comme sa fille secondaire, mais comme une adulte forte qui venait de démanteler la façade de son fils chéri. Mais je n'avais pas terminé. La carte maîtresse n'était pas seulement légale, elle était aussi émotionnelle. Je sortis un dernier document, un petit contrat d'investissement. Papa, maman, vous avez toujours soutenu Antoine, même quand il était clair qu'il vous entraînait dans ses ennuis financiers. Vous lui avez donné de l'argent maintes et maintes fois. Pendant ce temps, vous ne m'avez jamais demandé mon aide, parce que vous pensiez que j'étais stable. J'ouvris le contrat. Voici ce que j'ai fait le mois dernier, avant que toute cette histoire n'éclate. J'ai placé une somme dans un fonds de prévoyance pour votre retraite, géré par une banque indépendante, sans que vous le sachiez. Je voulais m'assurer que, quoi qu'il arrive avec les investissements d'Antoine, votre avenir serait sécurisé. C'était le contraste le plus brutal. L'enfant favori essayait de voler pour se sauver lui-même, mettant ses parents en danger. L'enfant oublié agissait en secret pour sécuriser leur avenir. Le silence dans la pièce se transforma en un aveu de culpabilité silencieux de la part de mes parents. Mon père posa ses mains sur la table, le regard perdu. Élodie, nous ne savions pas. Je fis glisser le contrat vers eux. C'est ma vraie mise, papa. Ce n'est pas ma maison, c'est votre sécurité. Je ne l'ai pas fait pour qu'on me remercie. Je l'ai fait parce que je vous aime. Et j'ai sécurisé ma maison parce que c'est le fruit de mon travail et parce qu'elle me permet d'être assez stable pour prendre soin de vous. Je regardais Antoine, toujours livide et silencieux. Tu voulais ma maison pour te sauver ? Eh bien, tu n'auras rien, sauf la possibilité de choisir entre affronter tes vrais problèmes ou affronter la justice. Tu n'es plus mon problème, ni celui de nos parents. Antoine ne répondit pas. Il ramassa ses affaires, ses mains tremblant de rage et d'humiliation, et quitta la pièce sans un mot, claquant la porte d'entrée. C'était une sortie minable, l'épilogue d'une arrogance brisée. Mes parents restèrent à table, anéantis. Le dîner familial que mon frère avait voulu utiliser comme podium de sa trahison était devenu le tribunal de son jugement, présidé par une vérité incontestable. J'avais non seulement sauvé ma maison, mais j'avais exposé la dynamique toxique qui avait empoisonné notre famille pendant des décennies. J'avais joué la carte maîtresse pour la propriété, mais j'avais gagné la guerre pour mon respect. Les jours qui suivirent furent lourds. Mon père me contacta le lendemain. Il était brisé, s'excusant d'avoir été aveuglé par son propre désir de voir son fils réussir. Il reconnaissait la vérité de mes sacrifices et la trahison d'Antoine. Ma mère mit plus de temps. Le déni était son mécanisme de défense habituel. Elle avait du mal à accepter que l'enfant qu'elle avait tant chéri fût un fraudeur et un manipulateur. Cependant, le contrat de prévoyance pour leur retraite, le geste silencieux que j'avais fait, finit par parler plus fort que toutes les excuses d'Antoine. Ils comprirent que le véritable amour, le véritable soutien, venait de l'enfant qu'ils avaient toujours tenu pour acquis. Quant à Antoine, les conséquences de ses actes ne tardèrent pas à se manifester. Sans la possibilité de se refaire sur le dos de ma propriété, il dut faire face à ses créanciers. Je ne suis pas intervenue. J'avais établi ma limite, et il devait assumer ses responsabilités. Je sus plus tard qu'il avait dû vendre sa voiture, vider ses derniers comptes, et demander de l'aide à de vieux amis, apprenant à la dure que la fausse façade de richesse ne paie pas les vraies dettes. Maître Dubois m'avait assuré que ma clause était inattaquable. Le notaire avait fait un travail impeccable, verrouillant ma propriété contre toute nouvelle tentative. Je pouvais dormir tranquille. Ma relation avec mes parents a été reconstruite sur des bases saines. Ils ont commencé à me voir pour qui j'étais réellement.
la personne stable, responsable et aimante, qui prenait soin d'elle-même et d'eux. Ils sont venus passer le Noël chez moi, dans ma maison. Pour la première fois, ce fut un moment de paix et de respect mutuel, sans l'ombre envahissante de la jalousie d'Antoine. Ils ont admiré les rénovations, ils ont joué avec Gaspard, et ils ont simplement profité d'être en famille, sans arrière-pensée ni demande d'argent. C'était la véritable victoire. Le plus important dans cette histoire, ce n'est pas d'avoir eu raison ou d'avoir gagné, c'est d'avoir appris que l'amour familial inconditionnel ne signifie pas tolérer l'abus. J'ai appris que parfois, la seule façon de préserver une relation, c'est d'établir des limites inébranlables et de défendre son travail avec la force de la loi et de la vérité. La carte maîtresse que j'avais préparée n'était pas seulement un document légal, c'était la preuve de ma propre résilience, de ma capacité à anticiper la trahison et de ma détermination à me protéger. J'avais investi dans ma sécurité, dans mon avenir, et ironiquement, dans celui de mes parents. Aujourd'hui, je suis chez moi, dans mon sanctuaire de Lyon. La maison est plus qu'un bien immobilier. C'est le monument de mon autonomie. Chaque fois que je regarde l'endroit où Antoine a tenté de me dépouiller, je me souviens de ma force. J'ai choisi la justice et la stabilité. Et je sais que c'est le seul héritage durable qui compte. Avez-vous déjà dû prendre position contre un membre de votre famille pour vous protéger? Quelle a été votre propre carte maîtresse? Partagez votre histoire dans les commentaires. Si cette histoire de résilience vous a touché, abonnez-vous et aimez cette vidéo pour découvrir d'autres récits de victoire personnelle contre l'adversité. N'oubliez pas, la meilleure défense est une préparation sans faille. Le départ fracassant d'Antoine n'était pas une fin, c'était un signal de départ. Un signal pour le début d'une tempête lente, mais inéluctable, qui allait remodeler la géographie émotionnelle de notre famille. Le silence laissé par le claquement de la porte était lourd, rempli des non-dits et des vérités crues qui venaient d'éclater au grand jour. Mes parents et moi sommes restés assis à cette table pendant ce qui a semblé une éternité. Le rôti était froid, les bougies avaient fondu jusqu'à la base, mais l'atmosphère était encore brûlante. J'ai ramassé les documents, la clé USB et le contrat, et je les ai rangés avec le calme d'une archiviste après une longue journée. Ce calme n'était pas de l'indifférence, c'était de l'épuisement et de la détermination. Ma mission était accomplie, mais la réparation de mes parents ne faisait que commencer. Mon père, Bernard, a été le premier à parler. Sa voix était éteinte, vieillie de 10 ans en une soirée. « Élodie, je n'ai pas de mots. » Comment a-t-il pu? Il cherchait une explication, une excuse, quelque chose pour rationaliser l'agressivité et la manipulation de son fils. J'ai été franche. Il a pu parce qu'il l'a toujours fait, papa. Vous avez juste choisi de ne pas le voir. Ou de ne pas me voir. Moi. Ma mère, Christine, a fondu en larmes. Ces larmes n'étaient pas celles de la tristesse pour Antoine, mais celles de la prise de conscience de son propre rôle dans cette dynamique. Elle avait nourri le favoritisme. Elle avait excusé les mensonges. Et maintenant, elle voyait le résultat. Le choc de la preuve de ma préparation, cette carte maîtresse légale et ce fonds de prévoyance pour leur retraite, l'avaient frappé plus fort que n'importe quelle dispute. Le lendemain matin, j'ai eu une longue conversation téléphonique avec Maître Dubois. Elle m'a félicité pour mon sang-froid, me disant que la façon dont j'avais exposé la clause anti-revendication en présence de témoins et de la preuve de ses manœuvres financières était la meilleure stratégie pour une victoire préventive. Le but n'était pas de le traîner en justice, mais de lui couper l'herbe sous le pied, de rendre toute action future contre moi non seulement vaine, mais dangereuse pour lui-même. C'était la dissuasion élevée au rang d'art légal. Elle m'a confirmé que l'escroquerie d'Antoine était plus sérieuse que je ne le pensais. Il avait ciblé des personnes âgées, des amis de ses partenaires, promettant des rendements impossibles sur des actions fantômes. C'était non seulement polémique, mais illégal. Ma maison était son dernier espoir pour rembourser ses victimes et éviter une plainte au pénal. Il ne cherchait pas une maison, il cherchait une amnistie financière, et il était prêt à me sacrifier pour l'obtenir. Cette information, je l'ai gardée pour moi. Je ne voulais pas anéantir mes parents, je voulais seulement qu'ils voient clair. Mon objectif n'était pas la vengeance, mais la stabilité. J'ai cependant insisté auprès de Maître Dubois pour qu'elle envoie une lettre officielle à Antoine. Une lettre froide, factuelle, mentionnant l'existence du dossier de fraude et de la clause anti-revendication.
Le message était clair. Nous savons tout. Toute nouvelle tentative sera traitée non pas comme une affaire de famille, mais comme une tentative d'extorsion et de diffamation. J'ai fait une copie de cette lettre et l'ai montrée à mes parents. C'était ma façon de leur dire « Regardez, je ne suis plus la petite sœur. Je suis armée et je me défends. » Mon père a hoché la tête, un respect nouveau dans les yeux. Ma mère, elle, a commencé à pleurer en lisant l'entête de la lettre, mais cette fois, je sentais que c'était une lueur d'espoir. Le fonds de prévoyance, l'autre facette de ma carte maîtresse, a commencé à prendre effet immédiatement. J'avais pris soin de le mettre en place sous la forme d'une donation régulière et irrévocable, les protégeant d'eux-mêmes et des futures demandes d'Antoine. Mes parents avaient la sécurité, et ils le savaient. Cela a créé un changement agressif dans notre dynamique. Ils sont devenus mes alliés, non par obligation, mais par choix, et par reconnaissance de ma loyauté silencieuse. C'était une position nouvelle, étrange. Ils m'appelèrent pour des conseils, ils venaient en passer du temps sans parler de finances, ils me demandaient mon avis sur des sujets importants. Je suis passée du statut d'enfant invisible à celui de pilier de la famille. Cette nouvelle dynamique était ce que j'avais toujours désiré, mais elle était née de la pire des trahisons. C'est le paradoxe de la vie. Parfois, les plus grandes victoires nécessitent les conflits les plus douloureux. J'ai compris à ce moment-là que la force ne se mesurait pas à la capacité de s'enrichir, comme le croyait Antoine, mais à la capacité de protéger ce qui compte vraiment. Ma maison était sécurisée, mais ma famille était en pleine reconstruction. Le silence d'Antoine ne dura qu'une semaine. Passé le choc initial et la réception de la lettre de Maître Dubois, il tenta une approche différente, plus sournoise. Il ne pouvait plus m'attaquer frontalement. Alors il a tenté la manipulation émotionnelle. J'ai reçu un long message texte, un pavé de plaintes et de victimisation. Il me disait que j'étais cruelle, que je l'avais humilié devant nos parents, que j'étais en train de détruire la famille avec mes tactiques d'avocat. Il terminait par une demande curieuse et désespérée. Il me suppliait de lui accorder un prêt personnel, sans contrat, juste entre frères et sœurs, qu'il promettait de me rembourser avec les intérêts. Il jouait la carte de la corde sensible, mais je n'étais plus sensible. J'avais appris que le meilleur moyen de se respecter était de respecter mes propres limites. Je n'ai jamais répondu à ce message. Le silence était mon arme la plus puissante désormais. Il signifiait que je ne reconnaissais plus son autorité émotionnelle sur moi. C'était le signal que notre relation n'était plus basée sur l'obligation fraternelle, mais sur le respect. Un respect qu'il avait brisé. Mon refus de dialoguer a exacerbé sa frustration. C'est là que l'histoire a commencé à fuiter. Antoine, incapable de garder le secret et désireux de se présenter comme la victime, a commencé à raconter une version déformée de l'histoire à notre famille élargie et à nos amis communs. Selon la version d'Antoine, j'étais devenue obsédée par l'argent, et mon père et moi avions volé un investissement qui lui était destiné pour acheter ma maison. J'étais la fille ingrate qui avait transformé un simple désaccord familial en un scandale légal. Le téléphone de ma mère a commencé à sonner. Les tantes, les oncles, les cousins, tous curieux, tous jugeants. Ce fut le moment le plus polémique de cette histoire. Soudain, j'étais la paria, l'agresseur, celle qui avait osé exposer la vérité inconfortable. Ce jugement extérieur était difficile, car il sapait ma victoire morale. Les gens aiment les histoires simples. Ils n'aiment pas l'exposition complexe des dynamiques toxiques. Cependant, j'avais un atout, mes parents. Ils avaient vu la vérité. Mon père, fatigué des mensonges, a commencé à prendre la défense. Il a dit la vérité, simplement. Élodie a acheté sa maison seule, et Antoine a tenté de la lui prendre sous un faux prétexte pour couvrir ses propres dettes. Le fait que mon père, l'ancien défenseur d'Antoine, prenne ma défense avec une telle fermeté, a suffi à diviser l'opinion. Le camp de la vérité a commencé à se former, lentement, mais solidement. J'ai aussi fait un choix agressif dans mon cercle professionnel. J'ai continué à travailler comme infirmière libérale, tout en gérant mes finances avec une discipline de fer. Je n'ai pas quitté mon travail pour vivre de mes rentes. Je suis restée Élodie l'infirmière, montrant par mon travail que la richesse de ma maison n'était pas un caprice, mais le fruit de mon labeur. Un soir, mon père est venu me voir à ma maison. Il a regardé ma cuisine, la pièce où j'avais fait mes rénovations moi-même, et il s'est effondré. Il ne parlait pas d'Antoine.
il parlait de moi. Je n'ai jamais vu la force que tu avais, Élodie. J'ai toujours cru que c'était Antoine qui était le plus fort, parce qu'il faisait le plus de bruit. C'était la reconnaissance que j'avais attendue toute ma vie. C'était le vrai prix de la carte maîtresse. Ce n'était pas la maison que j'avais sauvée. C'était le respect de moi-même et, par extension, le respect de mes parents. Le curieux est que la chose qu'Antoine cherchait, l'argent, n'était qu'un moyen pour moi. Mon but était de protéger mon foyer et de me définir en dehors de l'ombre de mon frère. J'ai réalisé que la stabilité financière était ma liberté. C'était la liberté de ne pas avoir à céder au chantage, de ne pas avoir à mendier le respect, et de pouvoir choisir qui avait le droit d'entrer dans ma vie et dans ma maison. Le temps a passé, transformant la ferveur du conflit en une paix froide. Antoine a finalement été contraint de régler ses dettes avec ses créanciers, mais il a perdu presque tout dans le processus. J'ai entendu dire qu'il avait dû déménager dans une autre région, loin de Lyon, pour trouver un emploi humble et recommencer sa vie. Je n'ai ressenti aucune joie, seulement le constat amer que son arrogance l'avait mené à sa perte. J'avais gagné la stabilité, il avait gagné la ruine, et tout cela pour une illusion de propriété. La clôture définitive avec Antoine n'est pas venue avec un autre dîner explosif, mais avec un simple courriel de Maître Dubois, confirmant que, suite à la liquidation de ses actifs, Antoine ne pourrait plus intenter aucune action légale ou financière à mon encontre concernant la propriété. C'était l'épilogue légal, une finalité froide qui m'a procuré un immense soulagement. J'ai lu le courriel, l'ai archivé, et n'y ai plus jamais pensé. C'est ça, la vraie force, la capacité à archiver le passé et à se concentrer sur l'avenir. Quant à mes parents, la relation s'est approfondie. Le fonds de prévoyance que j'avais créé est devenu leur bouée de sauvetage émotionnel. Ils ont réalisé que je n'avais pas seulement protégé ma maison, mais que je les avais protégés contre leur propre aveuglement et contre la toxicité de leur fils. Ils ont vendu la grande maison familiale, trop coûteuse et trop pleine de souvenirs de la vieille dynamique, pour acheter un appartement plus petit, plus moderne et beaucoup plus facile à gérer grâce à ma prévoyance. Ce fut une grande étape, un nouveau départ pour eux. Ils ont commencé à voyager, à vivre leur retraite pleinement, enfin libérés du fardeau d'Antoine et de l'obligation de le sauver. J'allais souvent leur rendre visite, non plus par devoir, mais par plaisir. Ce conflit m'a appris une chose essentielle. La maison n'est pas le foyer. La maison, ce sont des murs, des tuiles et un prêt hypothécaire. Le foyer, c'est l'endroit où l'on se sent en sécurité, respecté et aimé, peu importe qui est présent. Pendant des années, ma maison était un refuge contre ma famille. Aujourd'hui, grâce à ma carte maîtresse et à la vérité qu'elle a révélée, ma maison est devenue mon point d'ancrage pour reconstruire un véritable foyer, non seulement pour moi et Gaspard, mais aussi pour mes parents. Je suis Élodie, l'infirmière qui a travaillé dur, l'investisseur prudente qui a anticipé la trahison et la fille qui a su se défendre avec la loi. Ma véritable victoire n'est pas la propriété, c'est l'autonomie. C'est la satisfaction de savoir que, face à l'agressivité et à la polémique, j'ai répondu avec de la stratégie et de la clarté. Je vous laisse avec cette réflexion. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la préparation. Que ce soit pour une maison, une carrière ou une relation, ayez toujours votre carte maîtresse prête. La loi, la vérité et l'intégrité sont vos armes les plus puissantes contre la malhonnêteté et la manipulation. Si mon histoire vous a inspiré à poser vos propres limites et à défendre votre espace, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Partagez dans les commentaires quel est le fonds de prévoyance, émotionnel ou financier, que vous avez dû construire pour vous protéger. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas défini par le sang, mais par les choix que vous faites pour vous et pour ceux que vous aimez vraiment.